Toujours en direct des rencontres d'Aix-en-Provence, les rencontres économiques. Nous allons parler avec Laurent Guyot, le directeur général d'Emeis. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Alors Emeis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce nom et cette nouvelle marque, c'est le nom nouveau d'Orpea, une entreprise dont vous êtes patron depuis 2 ans, une entreprise Orpea qui a connu une crise médiatique, mais également une crise très importante dans la suite de la publication d'un livre dont chacun se souvient. Alors, ce qu'on a envie de vous demander, Laurent, peut-être pour commencer, c'est déjà pourquoi vous avez choisi de changer ce nom, et est-ce que c'était pour laver d'une certaine façon à la fois les salariés et puis la marque de cette crise qui s'était passée? Est-ce qu'un simple changement de nom permet de repartir de l'avant? Non, non, le changement de nom n'était pas une façon de passer à autre chose, c'était une façon de... Pas pour passer l'éponge, comme on dit. C'est pas pour passer l'éponge, c'était pour matérialiser un changement qui s'est passé pendant 1 an et demi, quasiment, de transformation de l'entreprise, qui nous a conduit d'abord à faire une restructuration financière importante, mais aussi et surtout à investir beaucoup plus dans nos équipes, investir beaucoup plus dans la qualité de vie et d'accompagnement. C'était demandé par les équipes quand même. Orpea, c'était devenu impossible de continuer à exercer. Ça a été ou à recruter, ça a À été recruter, bien sûr, ou à trouver des clients. Alors recruter, on n'a jamais eu de problème par la qualité du travail qu'on a fait, par le projet d'entreprise qu'on a porté. En revanche, c'était effectivement très très attendu par les équipes qui souhaitaient qu'on passe à une nouvelle étape. Et vous voyez dans la presse encore aujourd'hui, on parle du scandale Orpea quand on parle des crèches, quand on parle d'autre chose. Et donc il était temps de passer à une étape postérieure parce que le nom d'Emeis représente beaucoup plus le projet qu'on porte. Emeis, ça veut dire Alors, nous. qu'est-ce que ça veut dire Emeis? Pourquoi Emeis, ça veut dire nous en grec ancien. Et c'est le projet d'une équipe. Quand j'entends équipe, j'entends les 76 000 collaborateurs d'Emeis et les patients, les résidents, les pouvoirs publics, l'ensemble des personnes, les familles, les personnes qui nous aident au quotidien à faire notre métier et qui prennent en soin et prennent en charge les patients, les résidents, les familles dans nos maisons de retraite, mais aussi dans nos cliniques, puisqu'on a aussi des cliniques de santé mentale et de soins de suite. On va y revenir, César. On va rentrer dans le vif du sujet parce que depuis 2 ans, vous aviez annoncé des revalorisations salariales. De combien? D'amélioration des conditions de santé et de sécurité. De quelle manière? Et des projets de formation. Mais dans quel domaine? Voilà, je rentre directement dans le détail. Mais... Oui, d'abord, c'est la première priorité de l'entreprise. On a considéré dès le début qu'on ne pouvait pas redresser fondamentalement cette entreprise et son secteur sans investir massivement dans nos collaborateurs. Donc, comme vous l'avez dit, c'est des revalorisations salariales. On a, pour la première fois de l'histoire de l'entreprise, fait une négociation annuelle obligatoire. On aboutit sur des augmentations de salaire qui, en moyenne, sont à 4%, mais qui vont de 2% à 7% en fonction du niveau de rémunération. On a mis en place, il n'y avait pas de formation, on a mis en place des processus de formation et notamment on a mis en place la première école de management dans le secteur du soin. Ça a permis de réduire déjà le turnover qui est un critère extrêmement important, c'est-à-dire la rotation du personnel dans nos établissements, parce que la stabilité, ça nous permet de former, la stabilité, ça nous permet d'avoir toujours les mêmes personnes face aux patients et aux résidents, et la stabilité, ça nous permet d'investir dans le long terme. Et en termes de santé-sécurité, qui est un de mes dadas et quelque chose auquel je crois fondamentalement, le taux de fréquence d'accidents dans le secteur est 2 fois celui du BTP. C'est-à-dire que dans le secteur du soin, il y a 2 fois plus d'accidents que dans le secteur du BTP. Quel genre d'accident là? Parce que là, tout d'un coup, peut-être c'est la chaleur. Non, ce sont des chutes, ce sont des mal de dos parce que ce sont des métiers physiques où on porte de personnes. Ce sont des aiguilles, des TMS, etc. Et je suis très très fier parce qu'en 2 ans, ce qui est rien en termes d'organisation, on a réduit en France le taux de fréquence d'accidents avec arrêt, on l'a divisé par 2. Donc on a 2 fois moins d'accidents aujourd'hui que quand je suis arrivé il y a 2 ans. La crise d'Orpea s'était matérialisée par un débat sur finalement une forme de financiarisation d'un secteur qui pourtant était plutôt considéré, ou en tout cas vu comme quelque chose, comme un service public. Il y avait donc cette ambiguïté. Financiarisation qui conduisait effectivement à ce qu'il y ait éventuellement un manque ou des défaillances dans le soin pour des raisons de rentabilité. Je ne reviens pas sur tous les détails, les biscottes, etc. Ça, c'est du passé. Mais comment est-ce que vous avez pu agir pour améliorer tous les indicateurs possibles? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir mesurer les progrès dans ce domaine de la qualité du soin, du care qui est apporté
à vos résidents? On a mis énormément d'indicateurs de qualité, d'abord, qui nous permettent de savoir ce qui se passe dans nos établissements. Des choses aussi simples que de faire un reporting de tous les petits événements anormaux qui se passent dans le soin et qu'on analyse, qu'on suit et dont on regarde qu'il y a un plan d'action après, que le plan d'action est mis en œuvre. Et ça, c'est extrêmement puissant. Évidemment, in fine, ce qu'on regarde aussi, c'est la satisfaction client qu'on mesure de façon régulière. Et par exemple, l'année dernière, en 2023, la satisfaction client s'est améliorée de 50%. C'est-à-dire notre NPS, comme on le mesure, est passé de 22 à 33 dans le monde chez Emeis, et c'est très nettement amélioré aussi en France. Et puis on le regarde par catégorie. C'est-à-dire, par exemple, on était très attentif à l'amélioration sur la nourriture, et cet indicateur s'est aussi amélioré sur les repas. Alors, tout ce travail que vous avez fait, revalorisation salariale, comme le disait César, investissement dans la formation, investissement dans les résidents, en leur apportant une meilleure qualité de service, quel impact ça a eu sur la rentabilité, puisque auparavant, et je reviens sur cette origine de la crise, on disait financiarisation, recherche de rentabilité maximale, et donc accident d'Orpea. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de nouveaux objectifs de rentabilité, vous avez trouvé une forme d'équilibre qui vous permet de dire, finalement, ce n'est pas tout à fait comme avant, on a vraiment pris en compte la nécessité, et donc vous avez convaincu vos actionnaires, on peut penser à la Caisse des dépôts bien sûr, mais pas seulement, que c'est possible de gérer de façon à la fois rentable et j'allais dire socialement responsable, pardon, une activité comme la vôtre. Alors, on a énormément investi l'année dernière et on a continué à investir cette année. Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas à l'équilibre économique et notre travail maintenant, c'est d'affiner ce travail pour revenir à l'équilibre économique tout en gardant la qualité du service. Donc, vous êtes à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est autour de 13 à 14% de profitabilité dans les résultats de 2023, de retour, d'EBITDA, mais après ça, on paye encore les loyers. Donc, si on le regarde à la fin, après les frais financiers, on est aujourd'hui en négatif. Vous êtes négatif. On est négatif. Et avant la crise, avant, vous étiez sur. En résultat net, c'était non. En résultat net, l'entreprise n'a jamais. Sur les bidas, on était plutôt à 25. 25. Ouais. Donc, on est passé de 25 à 13. Et là maintenant, l'objectif qu'on s'est donné avec nos actionnaires, c'est de retourner vers une vingtaine de pourcents, donc moins qu'avant, mais quand même mieux qu'on est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est encore dans une phase d'investissement et de remise au niveau de ce qu'on est en train de faire et qui prendra un peu de temps. J'imagine que vous allez ouvrir aussi des nouvelles résidences dans des nouvelles communes. Est-ce que venir avec la marque Emeis, ça permet d'être plus écouté? Alors aujourd'hui, la priorité n'est pas au développement. Aujourd'hui, la priorité est... On se concentre sur l'existant pour l'améliorer. On se concentre pour l'existant, pour améliorer. Il y a énormément de travail à faire et pour être, je dirais, le leader en termes de qualité du secteur. Et là, il y a suffisamment à faire aujourd'hui. Et donc, on ne va pas ouvrir. Pour répondre à votre question, il y a encore quelques mois, quand une famille venait chez nous et est tombée sur la marque Orpea, clairement, il y avait un effet négatif. Alors qu'on sait très bien qu'une fois rentré dans l'établissement, il y a un taux de transformation, c'est-à-dire un nombre de gens qui rentrent, un nombre de gens qui finissent de choisir notre établissement par rapport à ceux qui franchissent la porte, de 70%. Ça veut dire que, entre guillemets, l'essayer, c'est l'adopter. Mais la marque... C'est mieux qu'avant ou c'est pareil? C'est bien mieux qu'avant. Mais l'essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire que la marque était un repoussoir et maintenant, évidemment, avec le changement de marque, on n'a plus cet effet. Alors, si on revient un petit peu sur cette campagne électorale, elle a parlé d'à peu près tout, sauf probablement, en tout cas, je ne l'ai pas beaucoup entendu ni vu. On a parlé, certes, à gauche des services publics, mais spécifiquement le risque de dépendance, le fameux 5e risque. Le vieillissement de la population complètement absent. Voilà, complètement absent. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? C'est parce que cette campagne a été décidée trop vite, on n'a pas eu le temps de se préparer, ou c'est parce que le sujet n'est toujours pas au-dessus de la pile alors qu'il est quand même majeur? Et vous citiez aussi, parce que vous l'avez dit, il y a également des cliniques avec des problèmes de santé mentale. On sait que depuis le Covid, c'est un sujet, vous pouvez peut-être en dire quelques mots, et donc finalement, qui passe un peu en dessous du radar de la politique, alors que c'est un des sujets principaux pour beaucoup de familles. Oui, effectivement. Le soin, de façon générale, plus largement que juste le grand âge, n'est pas au top des priorités des différents programmes que j'ai pu parcourir, alors même
que quand on interroge les Français, c'est le troisième sujet qui vient dans les sujets de préoccupation. Pourquoi? Parce qu'il y a clairement une dégradation, une paupérisation du secteur et du secteur, notamment du secteur public. Et donc il y a un enjeu pour la société qui est très important. Et comme vous l'avez dit, la demande et les besoins sont énormes. En santé mentale, on estime qu'une personne sur 6 va avoir au moment dans sa vie un problème de santé mentale. Ça peut être le burn-out, ça peut être une crise d'anxiété, ça peut être une addiction sous une forme ou une autre, et qu'on estime que seule une personne sur 8 est traitée. J'espère qu'il n'y a pas une personne sur 6 qui va finir quand même dans une de vos cliniques. Il ne faut pas voir les sujets de santé mentale comme des sujets mineurs, et il ne faut pas les voir non plus en disant c'est très très grave. Il y a des sujets qui sont très graves comme la schizophrénie, et il y en a d'autres qui sont très importants parce qu'ils ont un impact sur la vie de nos concitoyens majeurs, mais qu'on peut traiter assez facilement en venant dans une de nos cliniques. L'addiction, l'anxiété, le burn-out, plus de prévention, et qui ont un impact, et plus de prévention, et aussi plus de petits séjours et de suivi. Mais pour tout ça, il faut de l'argent, il faut du financement. Ce 5e risque aussi pour le vieillissement, c'est quelque chose qu'il va falloir financer un jour. On reporte en fait d'année en année. Est-ce que vous pensez qu'on le verra un jour émerger? Je pense qu'on n'aura pas le choix que de le voir émerger un jour, parce que nos concitoyens sont très inquiets sur ce sujet et sont en très forte demande. Il y aura 2 sujets. Il y a un sujet financier, vous l'avez mentionné, mais il y a un autre sujet qui est au moins aussi important, qui est le sujet des ressources humaines. Parce que d'ici, dans le secteur de la santé, d'ici à 10 ans, il nous faut 120 000 infirmières. Et on va les trouver comment? D'abord, je pense qu'il faut les former. Donc, il faut commencer dès maintenant. Il faut en former un certain nombre. Il faut moderniser le secteur. Il n'y a pas eu de santé 4.0 de façon massive. Or, la moitié du temps d'infirmière est consacré à des tâches administratives. Il faut aller au collège et au lycée présenter ce métier et les nouveautés. Tout à fait, et il faut faire de l'alternance. On a 1000 alternants chez nous en ce moment, et il faut mettre en place des écoles de formation internes, mais il faut aussi digitaliser à grande vitesse, parce qu'il y a plein de tâches qu'on peut éliminer. Il faut éliminer. l'inscrire aussi sur les métiers en tension pour permettre des régularisations. On parle beaucoup de ce sujet de l'immigration, mais il y a eu une loi. Visiblement, le décret sur les métiers en tension n'a jamais été corrigé, donc on ne sait pas vraiment si ces sujets vont être... Oui, mais j'allais dire aussi, le courage de les affronter. Si on ferme les frontières, je pense qu'on n'aura pas la capacité, même si on fait tout ce que j'ai dit en termes de digitalisation et de formation, pas suffisamment de monde. On ne trouvera pas pour s'occuper de nous, parce que ça va être en fait s'occuper de nous, de notre santé et de notre grand âge. C'est un message que vous pouvez adresser à certains partis qui peut-être n'ont pas conscience de cela. À tous les partis, à tous les responsables politiques. Merci beaucoup Laurent Guyot d'être Laurent. passé nous voir. C'était intéressant de vous entendre, et puis bonne chance pour continuer la transformation. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci Zara.